La question 3 permet de déterminer la zone dans laquelle doit se situer le centre de gravité G3 de l'ensemble flèche pendulaire plus panier pour éviter le basculement. Donc on devra rédiger et justifier précisément cette réponse. D'après la question précédente, si on peut faire un résumé de cette question, on connaît XGE qui est la position du centre de gravité de l'ensemble 1, 2, 3, 4 plus le contrepoids. Donc c'est l'ensemble qui est entouré sur cette figure. On peut donc se baser sur ce résultat pour traiter cette question. On s'intéresse ici à l'ajout de l'ensemble qu'on note E2 pour la suite, qui est composé des solides 6, 7, 9, 12, 11. C'est l'ensemble des solides que j'ai entourés ici. Donc c'est l'ensemble flèche pendulaire plus panier, comme c'est indiqué dans l'énoncé. On sait que d'après l'énoncé, le centre de gravité G3 se situe au milieu de CE. Donc ça veut dire qu'il va se situer par là. On peut raisonner uniquement en projection selon x0, on verra qu'on n'aura besoin que uniquement de cette projection. On peut dire que CG3, scalaire x0, est égal à CE, scalaire x0, le tout divisé par 2. Ce qui fait que le centre de gravité G3 se situera quelque part sur cette droite verticale. Voilà, là j'ai mis des positions potentielles de CG3, on sait juste qu'il se situe donc à la moitié en projection horizontale entre C et E. Sur le document réponse 1, on peut mesurer avec l'échelle présente cette position. Donc notre ensemble considéré est celui-là. La position G3 va se situer vraisemblablement ici. Donc sur ce document réponse-là, on peut mesurer que A2 G3 scalaire x0, c'est-à-dire la distance entre le point de contact entre la roue avant et le sol et la position de G3 selon x0 est à peu près égal à 5,5 mètres. Mais ici, dans l'énoncé, on vous dit qu'on doit trouver cette valeur limite. Ça veut dire qu'on ne doit pas forcément se baser sur ce dessin-là. On va poser xg3, qui est la projection de OG3 selon x0. Donc la distance entre l'origine ici et ce qui se passe là. Donc A2G3, c'est avec x0, on peut poser que c'est A2O plus OG3. A2O, c'est E sur 2, parce que E, c'est la distance entre les deux roues, donc c'est la moitié de cette distance, plus XG3 qui sera cette distance-là à trouver. Maintenant, on doit traduire le basculement, plus ou moins l'absence de basculement. Alors le basculement risque de se produire vers l'avant, donc le fait que la charge va plutôt se produire vers l'avant. Donc ça, il faut déjà se l'imaginer. Et donc ce basculement vers l'avant va se faire en sorte qu'on va tourner autour de ce point-là. On peut le voir sur cette animation-là, vous voyez, le basculement risque de se produire comme ça. Donc tout va se passer comme si on allait tourner autour de la roue avant. Et tout va se passer comme si on allait perdre le contact avec la roue arrière. De ce fait, il faut traduire ce basculement qui va résulter en fait d'un équilibre. Donc l'équilibre va concerner un ensemble qu'on va isoler. Ici, on va traduire le basculement de tout le système, donc de l'ensemble grand sigma qui est composé de E1 et E2, les deux ensembles entourés ici. Donc c'est vraiment tout le système. On peut donc effectuer un bilan d'action mécanique. On va avoir le poids qui va s'appliquer sur E1 en GE, le poids qui va s'appliquer sur E2 en G3, d'accord, sachant que G3, voilà, on connaît uniquement sa position horizontale, et on va voir les deux réactions du sol en A1 et en A2, qu'on va poser N1 et N2. Donc avec deux valeurs algébriques, N1 et N2, les composantes selon Z0 de ces deux actions mécaniques. La perte de contact sur la roue arrière s'interprète comme le fait que N1 va devenir nul. Au moment où on va perdre contact, et bien ici on n'aura plus d'action. Traduit un équilibre en moment autour de A2, puisqu'on va traduire le fait que le basculement conduise à une rotation de l'ensemble autour de A2. On va donc appliquer un théorème du moment statique en A2. Donc à l'aide du bilan d'action mécanique qu'on a effectué précédemment, donc on fait le bilan en moment, l'action du poids en A2, l'action du poids sur E2 en A2, l'action du contact en A1 en A2, l'action du contact en A2 en A2. Maintenant, on peut calculer chacun des termes avec la formule de changement de point, parce qu'on connaît le point d'application de chacune des actions mécaniques. On sait que l'action du poids sur E1 s'applique en GE, donc on aura A2GE vectoriel, la résultante du poids. L'action du poids sur E2 s'applique en G3, donc on aura A2G3 vectoriel moins M3GZ0. L'action du contact en A1 s'écrit comme le produit vectoriel entre A2A1 et N1Z0, la résultante. Et l'action du contact en A2 à un moment nul en A2, puisque c'est le point d'application des forces. On peut remarquer que la résultante sont toutes portées par Z0, qu'on peut le voir ici. Ça veut dire que la composante selon Z0 du vecteur qu'on va mettre ici n'importera pas. Donc on aura besoin uniquement des projections selon X0.
d'autant plus que le problème est plan. On peut donc détailler le calcul de chacun des termes ici. Donc on a besoin à chaque fois des vecteurs exprimés. Ici A2, GE qu'on décompose en passant par le point O. Avec le paramétrage, on trouve E sur 2 plus X, GE qu'on avait déterminé à la question précédente. En faisant le produit vectoriel, voilà ce qu'on obtient, en utilisant uniquement la composante selon x0. De la même façon, pour le moment en A2 du poids sur E2. On a besoin aussi du moment en A2 du contact en A1 sur grand sigma. On a besoin donc du vecteur A2A1 qui est égal en fait à E x0, sachant que cette distance E est la distance C2C1 qui était présentée dans l'annexe. Et on vous rappelle que moment du contact en A2 est nul puisque le contact est parfait en A2. Il suffit ensuite d'appliquer le théorème du moment statique. On obtient cette équation scalaire en projection selon y0. Le terme qu'on veut isoler, c'est xg3, mais on veut traduire le fait que n1 doit être positif pour garantir le contact. On va donc chercher à exprimer n1. On cherche à exprimer n1 en inversant cette relation. Voilà l'expression qu'on obtient. Et ensuite, pour traduire le fait qu'on a perte de contact, il faut que n1 soit strictement inférieur à 0. Il faut que le numérateur de l'expression soit inférieur à 0. Et en isolant xg3, voici l'expression qu'on obtient. L'application numérique donne moins 16,7 mètres. Si on reporte sur le document réponse, ça veut dire que la limite statique qui permet de répondre à la question suivante se situe à peu près par ici. Donc vous voyez que le centre de gravité G3 doit se situer très loin pour basculer vers l'avant. Alors voilà, quand on regarde comme ça, on a l'impression que ça paraît une valeur aberrante, mais il faut se rappeler qu'ici on a un contrepoids assez important. Voilà, c'est tout pour la correction de cet exercice.